B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous emmène dans un secteur qui représente à lui seul 1% du PIB du canton de Genève, dans les coulisses de l'aviation d'affaires et de l'aviation privée. Portrait de la société TAG Aviation Suisse. Elle est spécialisée dans l'affrètement et le courtage d'avions d'affaires pour une clientèle privée et institutionnelle. Alors bienvenue à bord. Bonjour Florence Herriès. Bonjour. Bonjour Elliot. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous. Florence Herriès, vous êtes responsable du bureau de Genève pour TAG Aviation. TAG Aviation, ce n'est pas une compagnie aérienne qui propose ses services pour des sociétés ou des particuliers. C'est autre chose. Racontez-nous. Merci d'abord de me recevoir. Je suis très heureux d'être là et de pouvoir parler un petit peu de notre activité qui est assez extraordinaire. TAG Aviation est une compagnie aérienne, puisqu'on a quand même le statut de compagnie aérienne, Vous n'avez pas d'avion. mais on n'a pas d'avion, effectivement, et qui a cette spécificité d'être dédié uniquement à l'aviation d'affaires. Et donc, nous opérons et nous gérons les avions de propriétaires. J'ai envie d'acheter un avion privé, admettons. Je viens vous voir. Vous vous occupez de prendre le modèle qui va me convenir, de recruter l'équipage, de booker les vols, de faire la maintenance. Alors, effectivement, on va s'occuper de tout. D'abord, on va vous conseiller dans l'achat de l'avion. Donc, on a tous beaucoup d'expérience dans cette industrie et on va utiliser cette expérience, nos connaissances opérationnelles et nos connaissances techniques pour vous guider dans le choix de l'avion. Typiquement, si la plupart de vos déplacements, c'est pour faire du Genève-Paris, on ne va pas vous recommander le même avion que si la plupart de vos déplacements, c'est pour faire du Genève-Hong Kong. Donc, on va regarder ensemble ce qu'il y a sur le marché, aussi bien sur l'avion neuf que sur l'avion d'occasion. Une fois qu'on aura identifié l'avion, on va vous accompagner dans le processus de l'achat de l'avion. Il y a une partie qui est très technique, qui consiste à s'assurer que l'avion qu'on va vous recommander soit en bon état, etc. Si vous achetez un avion neuf, on va vous aider à sélectionner ce qu'il y a d'important à avoir dans cet avion, les équipements qui sont importants, mais aussi les choix que vous pouvez faire, des matériaux, des fauteuils, des coussins, des entertainment systems qui seront à bord de l'avion, etc. Une fois que l'avion est livré, TAG va opérer l'avion. C'est-à-dire qu'on va, en fonction de ce que vous avez besoin, on va mettre l'avion sous une AOC et on va commencer à organiser les vols pour vous. Préalablement, on aura recruté, sélectionné des pilotes, on aura envoyé en formation pour s'assurer qu'ils sachent voler l'avion et puis aussi qu'ils comprennent bien la manière d'opérer des avions chez TAG Aviation. Ces pilotes seront dédiés juste à votre avion, juste à votre opération. Donc ça permet de créer aussi un lien un peu plus personnel avec votre équipage et finalement de prendre l'avion un petit peu comme une extension de vous-même ou une extension de votre maison. Une fois qu'on est à ce stade-là, la seule chose que vous avez à faire, c'est de téléphoner à notre TAG Aviation, client service de TAG Aviation, et puis nous dire, demain on a besoin de partir à New York, on sera 5 passagers et un chien, est-ce que vous pouvez tout organiser? Et puis nous on se charge de tout. Aviation d'affaires, ça coûte évidemment extrêmement cher. J'ai un avion, je ne vole pas tout le temps. Je peux aussi vous mandater pour que ces dépenses me coûtent un petit peu moins cher en organisant des vols pour d'autres de vos clients. Absolument, et c'est là que TAG Aviation a une position qui est un petit peu extraordinaire, c'est que à l'origine, TAG a été créé il y a plus de 55 ans. À l'origine, la compagnie s'appelait Aeroleasing et Aeroleasing était propriétaire de ses propres avions. Et ils ont eu jusqu'à 23 avions dont ils étaient propriétaires. Et l'activité principale d'Aeroleasing, c'était de louer ces avions, ce qu'on appelle les vols charter, pour des personnes tiers comme vous et moi. Et donc, aujourd'hui, on a changé notre business model puisqu'on n'est plus propriétaire d'avions, mais on continue à être en permanence appelé par des clients qui nous disent « J'ai besoin d'un avion pour aller passer le week-end en Corse. Est-ce que vous pouvez me proposer quelque chose ?» C'est un très bon moyen pour les propriétaires d'avions de couvrir certains de leurs coûts. Typiquement, quand vous avez un avion, vous engagez 3 ou 4 pilotes que vous payez, que l'avion vole ou ne vole pas. L'assurance de votre avion, c'est un forfait annuel que vous payez que l'avion vole ou vole pas. Donc le fait de nous permettre de louer l'avion, de faire des vols charter sur l'avion, va vous permettre de dégager un petit bénéfice qui va venir contribuer au coût global de l'opération de votre avion.
Combien ça coûte d'entretenir un avion privé? J'imagine que ça dépend du modèle, mais est-ce qu'on a une moyenne de prix pour entretenir, maintenir un avion sans les heures de vol? Non, c'est très compliqué comme question parce que vous avez tout type d'avion et tout type d'opération. Heu, Si vous avez un petit avion relativement neuf, encore sous garantie, ça va vous coûter quelques dizaines de milliers de francs par année. Si vous avez un avion qui a une quinzaine d'années, qui est plus sous garantie et qui a des grosses maintenances, périodiques, calendaires qui sont prévues, ça peut vous coûter plus d'1 million par année. Comme les voitures finalement, hein. Plus elle est vieille, plus elle coûte cher. Exactement, exactement. À la différence près, c'est que les avions sont construits pour durer très longtemps. Beaucoup plus longtemps que ce pourquoi nos clients les utilisent d'ailleurs. Les avions, ils sont construits pour voler pendant 30 ou 50 ans. Après, malheureusement, le coût de l'entretien de ces avions fait qu'au bout d'un moment, la valeur économique de l'avion couvre pas le coût de la prochaine réparation qui va intervenir. Les avions, le programme de maintenance des avions est fixé par les constructeurs. Et il y a un certain nombre de tâches qui sont calendaires que vous devez faire tous les 12 mois, tous les 6 mois, tous les 5 ans, tous les 10 ans, qui sont plus ou moins grosses. Et ça, c'est ce qui permet à l'aviation d'affaires d'être aussi safe, aussi sûre. Florence Herriès, on y pense tous à l'aviation privée quand on fait la queue à l'aéroport, que c'est long, qu'on doit passer les portiques, on se dit que ça serait peut-être un petit peu plus simple, évidemment, de pouvoir prendre un avion qui nous est dédié. On pense aussi à cette image très bling-bling qu'a l'aviation privée, on pense aux stars de cinéma, aux milliardaires. C'est pas le plus gros de votre clientèle, même si ça existe. La plupart du temps, c'est dédié aux entreprises. Non, clairement, je dirais que le côté bling-bling, oui, ça fait partie du métier et ça existe, mais c'est pas le cœur de nos clients. Le cœur de nos clients, ce sont beaucoup d'entreprises, effectivement, parce que ce que l'aviation d'affaires vous permet de faire, c'est de gagner du temps. Et à la fin de la journée, les clients qui nous utilisent l'avion pour pouvoir aller rapidement à leur rendez-vous, pour pouvoir aller rapidement, même si c'est pour aller passer leur week-end, mais pas perdre de temps, pour aller directement là où ils ont besoin d'aller et pouvoir rentrer assez rapidement aussi. L'aviation d'affaires permet aussi de faire des choses qu'on ne pourrait pas imaginer avec la ligne. Typiquement, on a un certain nombre de clients qui vont utiliser l'avion pendant une semaine et qui vont dire, bon, on a besoin d'aller visiter 5 pays différents en Afrique. Si on doit prendre des lignes intérieures en Afrique, c'est un petit peu compliqué. Revenir à chaque fois par Genève ou par Zurich pour repartir, c'est impossible. Donc on va louer un avion, on va mettre nos top 5 exécutifs à bord de l'avion et pendant une semaine, on va faire des petits sauts de puce pour amener les clients directement là où ils ont besoin d'être. Parce que là, l'autre avantage de l'aviation d'affaires, c'est qu'on peut aller sur des plus petits aéroports aussi. Et donc, ça vous permet de vous rapprocher directement de l'endroit où vous voulez aller. Donc vous êtes en sorte une agence de voyage 2.0. Absolument. Alors 2.0, je ne sais pas, parce que la technologie dans l'aviation d'affaires n'est pas extrêmement développée, mais en tout cas, on est une agence de voyage complètement cousu main. Mm. Complètement cousu main, puisque non seulement on va organiser votre vol, mais on va aussi organiser, s'il y a besoin, la voiture qui va vous accompagner, vous rendre à votre rendez-vous, l'hélicoptère qui va vous déposer là où vous avez besoin d'aller exactement en fonction de vos besoins. Et aujourd'hui, pourquoi on passe par Tag Aviation? Vous êtes seul sur le marché ou? Ah non, c'est un marché très compétitif. J'aimerais qu'on soit seul, mais c'est un marché très très compétitif. Je crois que les gens, surtout sur la place de Genève, ont toujours considéré le Tag Aviation comme la référence dans l'aviation d'affaires. Et il y a un certain nombre de gens, même dans l'esprit populaire, Tag Aviation est le synonyme de la location de jets privés. Donc je crois que c'est la raison pour laquelle TAG a une telle réputation encore aujourd'hui. Et puis aussi, c'est grâce au travail fantastique que font mes équipes, qui sont en permanence à contacter les clients, à les servir, qui sont disponibles 24 heures sur 24 pour répondre à leurs besoins. Ça crée des emplois aussi, hein. On parlait tout à l'heure de gains de temps sur les vols. Confidentialité aussi, c'est un atout majeur de l'aviation d'affaires pour les réunions en vol, j'imagine. Et aussi sécurité, on pense à la pandémie. C'est vrai que vous avez attrapé au vol, si on peut dire, des clients qui étaient plutôt destinés à la première classe dans l'aviation commerciale et qui maintenant se tournent vers vous
par souci de sécurité sanitaire? Oui, alors je pense qu'il y a 2 phénomènes. D'abord, si on regarde les vols, sur les courts et les moyens courriers. Aujourd'hui, il n'y a plus de première classe. Dans les compagnies aériennes, vous avez éventuellement un siège en business class, mais la plupart du temps, selon où vous êtes placé, ils vous mettent le rideau devant ou derrière. Le service est absolument identique. Donc, si vous voulez, il n'y a plus cette notion de service dans les compagnies aériennes. Je pense que ce qui a été le plus intéressant avec la pandémie, c'est que le type de clients qui ont fait appel à Tag Aviation a changé. Jusqu'à présent, on avait les entreprises qui voyageaient beaucoup avec nous et on avait des gens dont les fortunes étaient assez colossales. On parle de gens qui, généralement, ont des fortunes au-dessus de 200 millions, quelque chose comme ça. Et puis, ce que la crise a fait, c'est que les entreprises ont complètement arrêté de voler, puisque mesures Covid, de protection de leurs employés, etc., il y a eu une forme de suspension de tous les vols et de tous les déplacements. Et en revanche, il y avait toute une catégorie de gens qui avaient des fortunes entre 50 et 200 millions, qui ont les moyens de voler en jet privé de temps en temps, qui ne le faisaient pas parce qu'ils n'en trouvaient pas la nécessité. Parce que si vous aviez besoin d'aller à Nice, il y avait 5 vols par jour, donc pourquoi prendre un jet privé? Et ceux-là, pendant la pandémie, se sont dit, bon, attends, on va éviter la queue à l'aéroport, se retrouver à bord d'un avion avec 200 personnes qu'on ne connaît pas. Finalement, on va, pour nos vacances, on va affréter un avion, on va choisir avec qui on veut voyager, on va amener notre famille, on va créer notre propre bulle de sécurité à l'intérieur, on va éviter les contacts inutiles et on va se rendre directement sur notre lieu de vacances. Et donc, on a eu, au cours de cet été, déjà l'été dernier, une explosion du nombre de nouveaux clients qui nous ont fait des demandes charter. Acquérir une nouvelle clientèle, c'est pas nouveau. Il y a déjà pas mal de compagnies dans le charter, dans l'aviation d'affaires qui ont tenté, en commercialisant par exemple des vols retour, qui étaient des vols à vide, en les louant moins cher. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on arrive vraiment à acquérir une autre clientèle ou est-ce que ça reste compliqué étant donné les tarifs qui sont quand même extrêmement élevés? Alors, si vous voulez, tous ces modèles, je pense que c'est une industrie qui a en permanence un besoin de se renouveler. Et malheureusement, tous les 5 ans, on va dire 5 ou 10 ans, quelqu'un arrive en disant j'ai une idée géniale, on va revendre par siège les vols à vide qui sont assez fréquents dans l'aviation d'affaires. Ça n'a jamais marché. Pour la raison principale, c'est que lorsque vous voulez toucher, lorsque vous voulez rentrer dans le monde de l'aviation d'affaires, la raison pour laquelle vous le faites, c'est parce que vous voulez bénéficier de cette flexibilité, de ce gain de temps. Si on commence à vous dire, alors vous pouvez voler en jet privé, mais vous allez être 8 dans un petit avion avec 7 personnes que vous connaissez pas. On ne peut pas apporter beaucoup de bagages, vous allez vous faire du genou pendant tout le vol, et en plus vous choisissez pas l'heure à laquelle vous partez, Plus d'intérêt. il n'y a plus d'intérêt. Alors, on peut faire ça une fois pour se faire plaisir en disant j'ai volé dans un jet privé, mais rapidement, c'est pas une clientèle, c'est pas un mode de consommation pérenne. Florian Serriès, revenons un peu à Genève en temps de pandémie. Alors, il y a historiquement toujours un petit peu des difficultés à se coordonner, peut-être entre l'aviation commerciale, l'aviation d'affaires, hein, sur les créneaux de décollage, d'atterrissage. La pandémie vous a un peu laissé le champ libre parce que l'aviation commerciale, alors là, c'était 3-4 vols par jour, en mars-avril 2020. Maintenant que ça repart dans l'aviation commerciale, comment ça se passe de votre côté? Écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je ne crois pas qu'on puisse considérer que le trafic à l'aéroport de Genève soit revenu à son taux normal. Donc, c'est vrai que on a eu une période où il y avait beaucoup de difficultés pour l'aviation d'affaires d'obtenir des slots, donc des créneaux d'atterrissage ou de décollage. Notamment pendant tout l'hiver où l'aéroport de Genève accueille beaucoup de vols de charter, de groupes d'Angleterre pour les gens qui viennent skier, etc. C'était très compliqué. Et ça devenait problématique pour nos clients, y compris pour les propriétaires d'avions qui vivent dans la région genevoise, qui avaient leur avion basé ici et qui ne pouvaient pas rentrer chez eux le vendredi soir, parce qu'on leur disait on n'a pas de créneau pour faire poser votre avion. On a beaucoup travaillé avec l'aéroport de Genève et les autorités pour changer un petit peu la manière d'organisation des créneaux d'atterrissage et de décollage. Donc, je dirais que déjà avant la pandémie, on avait vu une nette amélioration.
Alors, c'est vrai que depuis 18 mois, il y a, je pense, enfin, j'ai pas vu les chiffres, mais en tout cas, sur l'année dernière, il y avait probablement 75% à 80% des vols qui étaient uniquement de l'aviation d'affaires. Euh, Mon bureau donne sur la piste de l'aéroport et je peux vous dire que ça n'a jamais été aussi calme, hein. Bon, maintenant, les choses reprennent un petit peu. Je pense que ça a aussi permis aux autorités à l'aéroport de Genève de se rendre compte que l'aviation d'affaires était quand même utile, et qu'elle était là pour durer et que justement pendant ces pandémies, ben, l'activité continuait. Et même si ça représente pas grand-chose par rapport aux revenus habituels, ça a quand même permis de continuer à faire vivre l'aéroport pendant cette période où tout était fermé. Et je suis assez convaincu que on va trouver un terrain d'entente pour que tout le monde arrive à trouver sa place. Je pense que c'est fondamental pour la place de Genève et pour les entreprises et pour le rôle international, le rayonnement international de Genève, qu'on arrive à trouver cet équilibre-là. Justement, comment se passe l'attribution des slots? Est-ce qu'on a une sorte de priorité pour le commercial sur les affaires ou c'est une discussion ouverte entre Genève Aéroport et tous les participants? Non, alors il y a une priorité pour tous les vols de ligne qui sont réguliers, si vous voulez. Eux, ils ont leurs créneaux d'atterrissage qui sont de toute façon réservés. Et en fait, il y a un système informatique qui permet à l'aéroport de nous dire voilà les créneaux qui sont disponibles. Et à l'époque, c'était un petit peu la foire d'empoigne, puisque vous voyez que entre le créneau, c'était des créneaux de 20 minutes, je crois, et vous voyez le vendredi soir à partir de 16 h, il n'y avait plus rien de disponible jusqu'au samedi 7 h du matin. Donc, c'était pas évident pour nous d'arriver à gérer ces situations-là. Donc, si vous voulez, je pense que la règle sera la même. La priorité restera l'aviation commerciale. Mais comme je vous dis, on a beaucoup travaillé avec eux pour donner un peu de flexibilité pour que l'aviation d'affaires puisse arriver à trouver sa place aussi. Pandémie de Covid, développement express de la vidéoconférence. Alors évidemment, on ne va pas signer des contrats à plusieurs millions par vidéoconférence, on doit quand même se déplacer. Mais est-ce que les compagnies sont un peu plus regardantes sur les vols pour leur délégation dans l'aviation d'affaires? Est-ce qu'elles réfléchissent un peu plus peut-être avant de prendre un billet? Elles se disent on peut le faire par visio? Alors, je pense que oui, absolument. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu le retour des entreprises dans l'aviation d'affaires. La plupart des vols qu'on a opérés ont été des vols plus, je dirais, loisirs ou plus des gens qui avaient l'habitude, si vous voulez, qui gèrent pour leurs affaires. Mais les entreprises en tant que telles n'ont pas encore vraiment repris le chemin des aéroports. Est-ce qu'elles vont le reprendre? Je pense elles le reprendront. Je suis assez persuadé que la pandémie nous a obligés un peu à revoir notre manière de voyager, y compris moi-même. Jusqu'à présent, puisque dans le cadre de mes fonctions, je suis souvent amené à aller dans nos bureaux de Londres ou à Malte, etc. Je prenais l'avion au moins une fois par semaine ou 2 fois par semaine, juste pour aller faire une réunion ou faire un rendez-vous à Londres. Prenez ça un petit peu comme un bus. Aujourd'hui, on ne le ferait plus. Par contre, si demain j'ai un client à aller voir, je vais quand même retourner prendre l'avion pour aller rencontrer ce client. Donc je pense C'est que en interne que ça les change, entreprises vont peut-être moins voyager, mais je l'espère, vont réfléchir à mieux voyager. C'est-à-dire que plutôt que d'envoyer les gens sur la route tout le temps, ils vont dire, OK, on va sélectionner un petit peu les rendez-vous qui sont vraiment importants, là où il y a besoin d'avoir ce contact en face-to-face, et là, vous y allez y aller. Et peut-être parce que on n'aura pas fait les 10 voyages avant qui pouvaient être évités, ils se diront, bah, pour le coup, on va chercher à continuer à protéger nos salariés, et on va louer un petit avion pour que vous puissiez aller à votre rendez-vous et revenir dans les meilleures conditions possibles. parce que le coût sanitaire, il reste quand même contextuel. Il y a la pandémie, on espère que ça va se tasser un peu. Il y a le coût financier, évidemment, et puis le coût écologique aussi. Les avions sont de plus en plus écolos. L'industrie aéronautique promet des carburants qui vont être beaucoup plus efficients. Où est-ce qu'on en est avec l'avancée technologique pour gagner de l'efficience? Alors, je pense qu'il y a plusieurs. Pour moi, aujourd'hui, il y a 3 axes de développement.
le premier sont les constructeurs d'avions et notamment les constructeurs de moteurs qui investissent énormément pour essayer de faire des moteurs qui soient moins gourmands en carburant. Et les derniers avions qui ont été lancés sont des avions qui consomment beaucoup moins que les avions qui étaient construits il y a 30 ans. Clairement, il y a une vraie amélioration là-dessus. La deuxième chose, c'est la question des biocarburants. La question des biocarburants, tout le monde semble dire que c'est une bonne solution. La vraie difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est une question d'offre et de la demande. Donc ces biocarburants sont disponibles dans assez peu d'aéroports quand même encore dans le monde et leur coût est aujourd'hui beaucoup trop important par rapport au prix du fuel normal pour en faire une option viable pour nos clients. Typiquement, on parle d'une échelle de 1 à 10. Donc, même si les propriétaires d'avions, les opérateurs, les clients de charter sont sensibles à l'aspect écologique, aujourd'hui, il n'y a pas une offre qui soit assez attractive pour pouvoir présenter une solution viable. Donc la dernière solution, c'est ce que TAG Aviation a essayé de développer, c'est de créer des partenariats pour offsetter l'émission carbone que font nos avions. Donc on propose à nos clients, quand ils utilisent un avion, de participer à une manière de neutraliser leur empreinte carbone dans un partenariat où on va les planter des arbres et contribuer ainsi à essayer de réduire l'empreinte carbone de l'industrie. Les clients sont coopératifs à ces demandes-là? Oui, ils y sont assez sensibles. Et puis, on voit aussi c'est clairement une direction qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui. Je pense que même si on en a moins parlé pendant la pandémie, ça reste une priorité pour tous de trouver un équilibre entre répondre aux besoins de la vie économique et du fait de devoir voyager, tout en essayant de minimiser l'impact. Au-delà de compenser un bilan carbone financièrement, est-ce que la clientèle est consciente de ce que ça implique? Est-ce qu'elle vole en conscience, si on peut dire? Alors, oui, je crois qu'elle vole en conscience. Il faut quand même relativiser un petit peu les choses. Je crois que l'impact carbone de l'aviation d'affaires, c'est moins d'1% sur le global. Donc, si vous voulez, je pense que nos clients y sont sensibles et je pense que ils utilisent l'avion à bon escient quand ils en ont besoin. Encore une fois, il y a quand même aussi un tel coût derrière associé à un vol qu'ils vont pas juste prendre l'avion pour, sans raison, on va dire. Vous avez peut-être omis d'évoquer l'hydrogène. Vous y croyez ou pour vous, c'est quelque chose qui est mort-né? Alors, je ne suis pas assez technicien pour pouvoir répondre à la question. Pour moi, l'hydrogène, c'est un petit peu comme le biofuel. Pour moi, ce sont des solutions. Il semblerait qu'il y a un certain nombre de motoristes qui confirment qu'ils sont capables de faire tourner les moteurs à l'hydrogène. C'est toute une question d'approvisionnement et d'arriver à trouver un prix d'équilibre qui fasse que... C'est comme vous, quand vous allez au supermarché et que vous avez le choix entre un produit normal et un produit bio. Bon, si le produit bio, il est 1% plus cher, vous dites, OK, je peux peut-être faire l'effort. Si le produit bio, il est 10 fois plus cher, vous n'allez pas le prendre. Et je pense que c'est un petit peu la même démarche qu'ont nos propriétaires d'avions, qui nous disent, oui, on aimerait bien pouvoir faire quelque chose, soit via les biocarburants, soit via l'offset de l'empreinte carbone. Mais il faut que ça reste financièrement crédible. Florent Serriès, vous êtes dans l'aviation d'affaires depuis maintenant de nombreuses années. Vous y êtes arrivé un peu par hasard. Vous avez commencé votre carrière au barreau comme avocat pénaliste. Racontez-nous comment vous êtes arrivé dans les avions. Alors, effectivement, c'était complètement par hasard. J'ai donc commencé ma carrière comme avocat pénaliste à Toulon. Je travaillais dans un cabinet assez généraliste avec mon papa. Et puis, j'ai eu un petit accident de vie qui a fait que je me suis un peu retiré pendant quelques mois. Et ça m'a donné l'occasion de me poser la question de savoir ce que j'avais vraiment envie de faire et de me rendre compte que finalement, j'étais complètement libre de pouvoir faire ce que je voulais.
Et c'est à l'occasion c'est à cause de liens d'amitié que j'avais avec des personnes que finalement j'ai décidé de changer de vie, que je suis parti vivre au Canada pour retrouver mon meilleur ami. C'est au Canada que j'ai rencontré un ami qui m'a fait découvrir Bombardier, qui était bien sûr un des employeurs les plus importants de la région du Québec. Et Bombardier, à l'époque, cherchait quelqu'un pour négocier les contrats de vente des jets privés. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, Bombardier, je ne connaissais que les motoneiges, qui n'appartenaient déjà plus au groupe Bombardier, et les Canadair, parce qu'étant originaire du sud de la France, les incendies de forêt, malheureusement, sont une réalité. Et donc, quand je suis rentré dans cette entreprise, qui était une multinationale de 65 000 employés, je me suis dit, je pense que l'écart n'aurait pas pu être plus grand entre le petit cabinet d'avocats à Toulon où je travaillais avec mon papa et cette multinationale de 65 000 employés qui était le 3e constructeur mondial d'avions, un des premiers constructeurs mondiaux de trains. Et c'est une expérience qui m'a énormément apprise et qui m'a donné le virus de l'aviation d'affaires et j'y suis resté depuis. Comment vous êtes arrivé chez TAG? Alors, je suis arrivé chez TAG parce que, au bout de quelques années à vivre au Canada, j'ai voulu me rapprocher un peu de ma famille quand même et rentrer en Europe. Et à l'époque, Bombardier avait une filiale qui vendait du charter, qui était basée à Farnborough en Angleterre et qui cherchait un vendeur basé à Paris pour couvrir la France, la Suisse, le Benelux. Et j'ai eu la chance d'avoir ce job qui m'a permis de rentrer en Europe et de m'installer à Paris. Et à la suite de ça, Skyjet, l'entité pour laquelle je travaillais, a été vendue à un des gros clients de Bombardier, dont le siège était en Suisse. Et donc, ils m'ont demandé de me déplacer en Suisse. Et comme je couvrais déjà la Suisse, je suis donc venu m'installer à Genève, il y a 15 ans de ça. Et puis, j'ai encore une fois un très bon ami qui travaillait chez TAG Aviation et qui un jour m'a dit, tu sais, ils cherchent quelqu'un chez TAG Aviation, je pense que tu as un profil qui leur correspondrait bien. Est-ce que tu veux que j'organise une rencontre? Et c'est comme ça que je suis rentré chez eux. La partie des activités de TAG qui vous intéresse personnellement le plus, c'est quoi? Moi, je suis je suis devenu un vendeur, donc la vente est toujours quelque chose qui me plaît énormément, notamment dans cette industrie qui est si particulière. Parce que tous nos clients, quels qu'ils soient, quand ils arrivent à un niveau où ils sont capables d'affréter ou d'acheter un jet privé, c'est qu'ils ont quand même une histoire derrière pour y arriver. Et c'est souvent fascinant d'essayer de comprendre comment ces gens en sont arrivés là. Je trouve ça absolument extraordinaire de voir que des gens qui n'ont pas forcément de bagage familial arrivent à créer des fortunes incroyables en une génération. Et c'est souvent des gens qui sont ouverts à discuter avec vous, à vous expliquer un petit peu comment ils sont arrivés là. Et c'est toujours, je trouve, très enrichissant. Donc aujourd'hui, moi, mon activité de vente, elle est plus sur 2 domaines. Le premier, c'est donc sur le conseil d'achat et de vente des avions pour nos clients. Ensuite, c'est pour l'activité de la vente des services de TAG Aviation pour essayer de convaincre un propriétaire d'avion qui devrait amener son avion chez TAG et qu'on va s'occuper de son avion pour lui. La partie de charter, qui est la 3e partie qui dépend de la vente, est pour moi la plus fun parce que c'est instantané. La partie de charter, quelqu'un vous appelle en disant voilà, on a besoin d'organiser un vol pour la semaine prochaine, on veut aller à tel endroit, ça va vite. La réponse est rapide. Vous trouvez l'avion, vous allez chercher, vous allez essayer de trouver exactement le bon avion qui correspond au profil du client qui vous a appelé. Et généralement, vous avez une réponse dans les minutes, dans les heures ou dans les jours qui suivent. Donc, il y a un côté très réactif qui est très sympa dans l'activité de charter. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai des équipes qui font ça très bien, bien mieux que moi d'ailleurs. Et donc, j'ai moins l'occasion de m'impliquer là-dedans. Vous parliez de vente, de contact avec le client, des destins incroyables. Vous nous ne donnerez pas de nom, j'imagine? Non, bien sûr. La confidentialité, finalement, vous l'avez gardée de votre premier métier. Hein. Oui, c'est resté une un petit thématique peu, c'est resté qui un reste. petit peu.
Pour terminer, Florence Herriès, le gris-gris, vous avez un objet avec vous, vous l'avez apporté, qui a une connotation forte dans votre carrière professionnelle. Où Oui. est-il? Alors, l'objet en question, c'est ma montre. Pourquoi ma montre? Pour deux raisons. La première, c'est que à la fin de la journée, ce qu'on offre à nos clients, c'est du temps. Ce que les clients achètent quand ils viennent voir Tagaviation, c'est du temps. C'est du temps qui leur permet de passer plus de temps pour faire ce qui est important pour eux. Et en l'occurrence, cette montre m'a été offerte par ma femme à la naissance de mon premier enfant. Et c'est pour moi une des choses qui est fondamentale dans ma vie. Et je ne voyais pas de meilleur symbole que ça. On vous donne le temps pour vivre ce qui est important. Et dans mon cas, c'était de profiter de ma famille. Merci Florence Herriès d'être passée nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. On le rappelle, vous êtes le responsable du bureau de Genève pour la compagnie, une compagnie spéciale, mais une compagnie tout de même Tagaviation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se Excellente retrouve, journée. la semaine prochaine pour repartir à la rencontre de nouveaux entrepreneurs dans B2B. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.